Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation du Grand Prix d'Émilie-Romagne sur le circuit d'Imola, le circuit Enzo, l'autodromo Enzo et Dino Ferrari. On va revenir sur le Grand Prix 2021. On va parler du fait que c'est la première course sprint. On verra le top 3 des virages, l'histoire de ce Grand Prix. On parlera également de la météo qui est capricieuse. On parlera des enjeux de la course, des dernières infos du paddock. Enfin, j'ai envie de dire un petit peu comme d'habitude, quoi. Programme habituel sur la chaîne. Bon, on commence tout de suite par... n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est important. Il y a de plus en plus d'abonnés. Continuez comme ça. Et puis, surtout quand vous abonnez, vous pouvez activer la petite cloche. Ça, c'est une question pratique. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. F1, cyclisme, MotoGP, voire d'autres choses. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me donner vos favoris pour la course, à me dire si vous aimez ou pas ce circuit du côté d'Imola. On va commencer par le fait que c'est la première course sprint cette année du côté d'Imola. C'était la nouveauté l'année dernière, les courses sprint. Petit changement dans la réglementation. Il y a eu des petites évolutions dans la réglementation de cette course sprint. Tout d'abord, le vainqueur de la course sprint n'est plus considéré comme le poleman de la course. Le poleman sera déterminé le vendredi. C'était ce qui avait fait polémique, hein, on disait tous, parce qu'il y avait une séance de qualification du vendredi, mais en fait, le mec qui était en pole position n'était pas vraiment en pole position. Donc là, il sera en pole position. Maintenant, c'est plus comme une séance de qualification déguisée en course, c'est vraiment considéré beaucoup plus comme une course qu'auparavant. Également dans les modifications de cette course sprint, c'est que désormais elle rapporte 8 points. 8 points pour le vainqueur et les 8 premiers pilotes marqueront des points, ce qui est beaucoup plus que l'année dernière, ce qui fait que le Grand Prix d'Imola est le deuxième Grand Prix de l'histoire qui décernera le plus de points après le Grand Prix d'Abu Dhabi où on avait doublé les points. Je ne sais plus c'était quelle année. Et donc surtout, donc le poleman sera déterminé le vendredi soir et non plus le samedi, ce qui est également la grande nouveauté de ce programme. Et puis voilà. Et je rappelle toujours que c'est en parc fermé dès le vendredi soir. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir peu de temps pour travailler pour les voitures. Sur un circuit, bon certes qu'on va depuis 2 ans, mais que depuis 2 ans. Donc c'est un petit peu compliqué quand même pour les équipes. C'est pas si facile que ça. On passe au reste de cette vidéo avec le retour sur l'année 2021. Que s'est-il passé à Imola en 2021 si on ne s'en souvient plus? Eh bien, la course avait été remportée par Max Verstappen devant Lewis Hamilton. Et c'est à partir de là où on se dit, la Red Bull est quand même, c'est du solide en cette année 2022. Et que la Mercedes est pas si forte que ça. On avait eu un beau Lando Norris sur le podium devant Charles Leclerc et Carlos Sainz. On se souvient surtout du crash entre Bottas et Russell qui avait coûté plus d'1 million d'euros à un Mercedes en passant, ce crash, avec cette incompréhension entre les deux pilotes. Et puis il y avait eu également un abandon de Sébastien Vettel. Et Fernando Alonso et Esteban Ocon avaient fini dans les points également. C'était, je crois, la première fois qu'il finissait dans les points depuis son retour en Formule 1, Fernando Alonso. Mais là, peut-être que je m'avance un petit peu. Et Lance Stroll avait été pénalisé pour avoir dépassé Pierre Gasly au-delà des limites de la piste. Et Kimi Räikkönen avait eu une pénalité, donc était normalement dans les points, mais avait quitté la zone des points à cause de cette pénalité. Et surtout, Verstappen revenait au contact de Lewis Hamilton au niveau du championnat du monde. Il n'y avait plus qu'un point d'écart dans cette bagarre pour le titre de champion du monde. Et puis, c'était également la 99e pole de Lewis Hamilton dans sa carrière, ce qui était considéré comme assez exceptionnel, car il battait le record Enfin, il était largement au-dessus du record d'Ayrton Senna sur 30 circuits différents.
11e victoire de Verstappen, 79e victoire de Honda en tant que motoriste, et premier départ en première ligne de Sergio Pérez dans sa carrière. Là aussi, c'était assez incroyable pour Sergio Pérez dans toute sa carrière. Et Pierre Gasly et Esteban Ocon, sur ce week-end, avaient dépassé la barre des 200 points inscrits dans leur carrière en Grand Prix. Ce qu'il faut rappeler également. Du côté des pilotes français, on avait eu un Pierre Gasly qui avait été vraiment performant pendant tout ce week-end de course, presque moins en course même que sur le reste du week-end. Et puis on se souvient que Tsunoda avait craché sa voiture. Il avait été vraiment en grande difficulté sur ce week-end, Tsunoda. Et c'est là où on s'était dit, il va falloir qu'il se calme, le petit Yuki Tsunoda. On passe au top 3 des virages sur cette piste du côté d'Imola, piste mythique bien entendu. Imola dans cette version, sans la dernière chicane qu'on a connue, cette fameuse chicane du côté qui était avant la ligne de départ, qui n'existe plus du tout. Le circuit a été modifié entre sa version 2006 et sa version actuelle. Pour moi, les virages compliqués de cette piste, c'est le virage 6, la Variante Villeneuve, qui est un virage compliqué, où on a tendance à vouloir passer le plus vite possible et parfois on voit trop loin. Et le problème, c'est que à la Variante Villeneuve, il n'y a pas une zone de dégagement de 15 mètres, c'est-à-dire que si vous allez trop loin, vous tapez dans le mur et ça peut avoir des conséquences. Deuxième virage important, le virage 12 du côté d'Acque Minerali. Compliqué ce virage 12. On enchaîne déjà, Piratella, on ressort de la Tosa, donc c'est un peu en faux plat montant. Piratella, c'est aussi rapide, faut pas sortir trop loin, surtout qu'il y aura des petits soucis de limite de piste. Puis on arrive à Acque Minerale avec ce virage 12 qui est compliqué. Pourquoi ? On est dans une phase en descente entre l'enchaînement du 10, du 11 et du 12. On arrive sur le 11 et il faut freiner alors qu'on a le volant tourner. Donc autant vous dire qu'il y a de grandes chances de boucler les roues ou de rater son freinage. C'est un endroit compliqué, faire attention en plus au vibreur à l'intérieur. À la sortie par contre vous pouvez sortir assez large. C'est un virage qui est très important en plus parce que vous avez la ligne droite qui emmène à la Variante Alta, maintenant la Variante Gresini. Et à la sortie du virage 13, vous êtes en montée, il y a une grosse montée, donc la traction en plus n'est pas facile à récupérer, donc c'est un virage compliqué. Et puis dernier virage compliqué, le 17, l'entrée de Rivazza. Pourquoi ? Là aussi, grosse descente après la Variante Alta, et c'est un freinage en descente. On fait souvent des tout droits à Rivazza, donc c'est un virage également très compliqué. Et la sortie de Rivazza est pas beaucoup plus facile. C'est là où s'est écraché Tsunoda, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et surtout, à cet endroit-là, il y a du gazon et des graviers, et pas du goudron. Donc c'est pas facile non plus. Mais vous voyez que c'est un circuit qui a plusieurs secteurs compliqués. Tosa, c'est pas simple non plus. Piratella, moi c'est un virage que j'aime bien. Piratella, la Tamburello aussi, parce que c'est une chicane qu'il faut passer très rapidement. Sinon, vous êtes collé. Donc, c'est vraiment un circuit qui n'est pas évident à apprivoiser. La phase de départ, comme vous le voyez, on aura quand même pas mal de temps entre la ligne de départ et le premier virage du côté de la Tamburello. Malgré tout, il faut faire attention parce que c'est pas rectiligne. Et surtout, du côté de la Tamburello, la piste se resserre, c'est-à-dire qu'on passe d'une piste très large à une piste qui se resserre du côté de la Tamburello, donc ça fait souvent goulot d'étranglement plutôt, donc il faut faire très attention avant la Tamburello au niveau du départ. Du côté des statistiques pour le départ à Imola, eh bien, il faut savoir que le poleman s'est imposé 9 fois, en une trentaine de grands prix, 9 fois également pour le deuxième, 6 fois pour le troisième. La pire place sur la grille de départ, c'était la 5e dans l'histoire. Donc autant vous dire qu'il faut mieux partir dans les premières positions, car c'est un circuit compliqué au niveau des dépassements et surtout un circuit à l'ancienne, c'est-à-dire avec une largeur de piste qui n'est pas énorme sur la piste d'Imola. On poursuit du côté de cette vidéo exceptionnelle avec la météo du côté du circuit Enzo Dino Ferrari pour ce week-end. Eh bien, ça va être un week-end mitigé, voire pluvieux du côté du circuit Enzo et Dino Ferrari. On s'attend à de la pluie vendredi matin avec 95% de risque de pluie, donc autant vous dire qu'il y a de grandes chances qu'il pleuve.
Sauf que l'après-midi, on devra avoir pas mal de vent sur le circuit, entre 20 et 40 km/h en rafale, ce qui fait que ça risque de sécher très vite. Et un ciel qui restera nuageux avec seulement 14 degrés, un ressenti de 10 degrés, donc une température piste qui devrait guère dépasser les 20-25 degrés, donc ça sera compliqué sur les premiers tours de piste. Le lendemain, le samedi, pour la quali sprint, et ben là, il fera très beau dans l'après-midi pour les concurrents, avec une piste à 20 degrés, un ressenti à 28, donc on passe du tout au tout, quoi, d'une température très fraîche à une température plus élevée. Du vent, toujours, mais qui sera quand même un peu plus faible, entre 15 à 30 km/h, et plutôt de sud-ouest, donc vent qui changera légèrement. Et puis dimanche, c'est encore assez instable, mais avec des possibilités de pluie. Et surtout, là de nouveau, le vent qui va se renforcer entre 25 et 45 km/h. On devrait éviter la pluie, mais il faut quand même se méfier parce que le niveau de fiabilité est encore très faible du côté de cette météo de dimanche. Donc on peut avoir des possibilités de pluie, mais surtout il devrait y avoir du vent du côté du circuit Enzo et Dino Ferrari. On va passer à l'histoire un petit peu de ce Grand Prix, de cette course, l'histoire du circuit de l'autodromo Enzo et Dino Ferrari, qui a cette particularité d'avoir accueilli la Formule 1 très tard après sa création, même si c'est un circuit qui a accueilli des courses hors championnat, notamment en 63 avec la victoire de Jim Clark, ou encore Claire Gazzoni qui s'était imposé en 70, mais c'était une course de F2 à l'époque. Niki Lauda également hors championnat avait gagné cette course sur une Brabham Alfa Romeo en 79 avant sa période de deuxième de retraite. Il avait pris une pause après sa période Brabham avant d'aller chez McLaren. Et premier Grand Prix de l'histoire en 80, premier Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 à Imola. Et à l'époque, c'est le Grand Prix d'Italie, parce que c'est la seule fois où on n'est pas allé à Monza pour le Grand Prix d'Italie. On est allé à Imola sur ce circuit hyper rapide qui à l'époque s'appelait le circuit Dino Ferrari, du nom du fils de Enzo qui était mort très jeune. Il y a même une voiture, la Ferrari Dino, mythique des années 60. Et à la mort d'Enzo Ferrari en 88, on renommera le circuit Autodromo Enzo et Dino Ferrari. On se souvient sur cette piste surtout de 82 avec cette bagarre entre Gilles Villeneuve et Didier Pironi qui sera le sommet de la guerre entre les deux pilotes, avec Didier Pironi qui ne respecte pas une consigne de course pour laisser passer Gilles Villeneuve, et ça aboutira quasiment à la catastrophe de Zolder quelques jours plus tard, où Villeneuve, vexé par le meilleur temps que vient de réaliser en essai Didier Pironi, tentera de se relancer à haute vitesse et se crashera du côté de Zolder, mourra à Zolder dans cette funeste année 82. L'année d'après, victoire de Patrick Tambay en 83 qui rend hommage à son ami Gilles Villeneuve, victoire très mythique avec une ambiance assez spectaculaire, parce que c'est vrai qu'à l'époque à Imola il y avait une ambiance incroyable. Jusqu'en 94, il y avait plus d'ambiance presque à Imola qu'à Monza, ce qui semble aujourd'hui incroyable, mais à l'époque à Imola il y avait une ambiance de dingue, les tifosi étaient comme des fous, et donc victoire de Patrick Tambay qui rend hommage à son ami Gilles Villeneuve. Ferrari qui attendra 99 pour de nouveau gagner à domicile, ça sera une énorme période de disette pour Ferrari. On a dans les victoires 3 victoires d'Ayrton Senna, 2 victoires de Nigel Mansell, 3 victoires également pour Alain Prost, et puis le funeste Grand Prix, le funeste week-end de 94 avec le gros crash de Barrichello, la mort de Ratzenberger et d'Ayrton Senna, bien entendu, le Grand Prix qui n'aurait jamais dû avoir lieu, un Grand Prix également funeste parce qu'on a un crash au départ avec Gigi Lotto, un crash dans les stands également avec des mécaniciens qui sont blessés, tout un imbroglio avec Eric Comas quand il se retrouve sur la piste face à l'hélicoptère qui emporte Ayrton Senna. Enfin, rien ne va dans ce Grand Prix et ça se finit avec ce fameux podium où je peux vous dire que personne n'avait envie de fêter ce Grand Prix. Schumacher qui est le recordman de victoires sur ce circuit, victoire en 94, 99, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, victoire de Ralf Schumacher en 2001, première victoire de Ralf Schumacher en Grand Prix. Bien entendu, on se souvient de la bagarre entre Alonso et Schumacher
en 2005 avec la victoire de Fernando Alonso en 2005. La seule fois de l'année où Schumacher est en capacité de se battre pour la gagne à la régulière, parce qu'il y aura bien entendu le Grand Prix d'Indianapolis cette année-là. Et puis donc dernier Grand Prix en 2006. On se souvient que 2006, c'est le fameux départ de Monsieur Idé qui permettra à Franck Montagny d'accéder à la Formule 1 également, parce qu'on demandera à Monsieur Idé de ne jamais remonter dans une Formule 1. On a fait toute l'histoire de ce Grand Prix, et après l'histoire du Grand Prix, ce sont les dernières infos du paddock. Et du côté des infos du paddock, on a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, on a Williams qui a modifié sa livrée, parce que Williams a des soucis avec le poids de sa voiture, comme le cas de beaucoup d'équipes. Et donc Williams a enlevé une zone de peinture de sa voiture, c'est-à-dire qu'au niveau des pontons, les pontons ne sont plus peints. On a enlevé également la peinture sur plusieurs endroits de la voiture, notamment au niveau du nez. On a rajouté une tranche de noir, tout simplement, parce qu'on n'arrive pas à perdre du poids facilement sur les voitures. Donc c'est un vrai problème pour la voiture. Il faut réussir à avoir une voiture plus légère. Et donc on diminue le poids et la peinture. Ce sont des grammes qui permettent de faire des économies de ce côté-là. Le crash, le problème technique de Verstappen à Melbourne qui serait dû au marsouinage. Pardon. Donc le problème de panne qu'a eu Max Verstappen pendant la course serait un problème de marsouinage, donc avec cette fuite d'essence. Ça serait en fait tout simplement les rebonds qui auraient conduit à des soucis sur la conduite de carburant. Donc avec les rebonds, la conduite se serait abîmée au fur et à mesure des rebonds, parce que la voiture, le moteur subit également les rebonds. Et donc les pièces souffrent énormément de ces rebonds, et ça serait la raison. Le moteur ne serait pas endommagé malgré les flammes qu'on pouvait voir. Il semblerait que le moteur n'ait aucun problème, que tout va bien au niveau du moteur. Seulement Helmut Marko qui a parlé de ça sur la chaîne autrichienne ORF. C'est un pépin technique qui a quand même coûté des gros points à Max Verstappen. Selon le patron d'Aston Martin, les crashs de Vettel en Australie ne seraient pas dus à son manque de roulage. Ils ne seraient pas normaux. Ils ne comprennent pas pourquoi la voiture a eu autant de problèmes. Et on peut se dire que Otmar Schaffenauer, qui est maintenant patron de Alpine, a bien fait de quitter Aston Martin, parce que rien ne va chez Aston Martin avec un Lance Stroll qui est aux fraises et un Vettel qui a été en grande difficulté. Après, il faut quand même se méfier, parce que je considère quand même que le crash en course de Vettel, bon, il m'a l'air quand même de réaccélérer un petit peu tôt à ce moment-là du virage. Et à la question « Est-ce que vous avez pris une mauvaise direction ?», il a répondu « Je crois qu'il y a une décision sur un concept à un moment, sur comment exploiter la voiture. Et vous voyez les problèmes que nous avons avec le marsouinage ou les oscillations, comme d'autres écuries. C'est un petit peu ça qui nous empêche d'aller de l'avant. Nous progressons, mais pour exploiter la voiture, nous devons franchir cette barrière du marsouinage qui nous empêche de bénéficier des progrès que les gars ont fait. C'est plutôt frustrant. Vous savez que vous avez amélioré la voiture, mais vous ne pouvez pas l'exploiter en piste. Et on voit que c'est un véritable problème, ce marsouinage, depuis le début de saison. Alpine est en avance sur son développement. Ça, c'est également une bonne info pour l'équipe française. C'est ce qu'a confirmé Alan Pierman, qui dirige un petit peu tout l'aspect technique du côté de chez Alpine. Ils vont introduire un nouveau fond plat qui devrait limiter cet effet de marsouinage, cet effet de rebond. Et ils devaient l'introduire à Miami, et ils l'introduisent déjà à Imola. En même temps, c'est mieux de l'introduire à Imola parce qu'on connaît la piste, alors que Miami, on ne connaît pas la piste. Donc introduire des nouvelles pièces sur une piste qu'on ne connaît pas, c'est pas forcément facile pour déterminer si la pièce fonctionne ou si elle ne marche pas. Alors que là, Imola, on saura tout de suite si elle ne marche pas, cette pièce, ce nouveau fond plat. Mauvaise nouvelle pour Charles Leclerc, tout allait bien jusqu'à maintenant en ce début de saison, mais il s'est fait dérober une montre de plusieurs centaines de milliers d'euros, de 300 000 euros à peu près, de la marque Richard Mille, chez des amis à Viareggio. Il s'est fait même
Il a été victime, agressé par un faux fan. Donc voilà, c'est pas toujours super pour commencer le week-end. Une enquête a été ouverte, bien entendu, par les carabinieri italiens. Suite à cette agression, donc une montre à 300 000 euros perdue par Charles Leclerc. On n'a pas tous la même vie que les pilotes de Formule 1. Le moteur Renault également est à moins de 10 chevaux des meilleurs selon Otmar Schaffenauer, qui a dit qu'il doit y avoir 10 chevaux maximum d'écart avec les meilleures unités de puissance de la grille de départ, donc avec le moteur Ferrari. C'est vrai que pour ce début de saison, Alpine est plutôt en grande forme et il dit très clairement que ce regain de forme au niveau du moteur, où ils mettaient en avant notamment le travail de Viry-Châtillon, ça leur permet de travailler mieux sur l'architecture du châssis, et le fait que l'équipe de Viry-Châtillon s'entende en ce moment très bien avec l'équipe d'Edstone, ça permet de faire des efforts d'un côté et de l'autre pour travailler sur tout ça. Malgré tout, il faut rappeler que le moteur a quand même des soucis de fiabilité qui ont surtout touché Fernando Alonso depuis le début de saison. On poursuit avec les enjeux du Grand Prix. Premier enjeu, Leclerc va-t-il continuer sur sa lancée? Pour le moment, tout va bien pour Charles Leclerc. 2 victoires, une 2e place. On est quand même sur un week-end qui peut faire amasser beaucoup de points. Ce qui ferait déjà mal peut-être à Red Bull en ce début de saison. Donc est-ce que Leclerc va continuer sur sa lancée? Est-ce qu'il va réussir encore à dominer Carlos Sainz, ce qui ferait également beaucoup de mal à Carlos Sainz, qui deviendrait vraiment numéro 2, je pense, à partir de maintenant? Eh bien, c'est la question qu'on peut se poser. L'équipe Red Bull a-t-elle enfin fiabilisé sa voiture? On voit que l'équipe Red Bull a quand même beaucoup de soucis au niveau de la fiabilité. On a vu notamment en Australie, on vient d'en parler, mais depuis le début de saison, ça se passe pas hyper bien du côté de Red Bull. La voiture est rapide, mais en plus ils ne savent pas pourquoi elle est rapide, vu qu'il manque de temps de roulage, vu qu'ils ont enchaîné les problèmes techniques. Et on a vu en Australie Max Verstappen qui avait un moment du sous-virage, un moment du sur-virage. C'était déjà le cas également du côté de l'Arabie Saoudite. Pour le moment, ils sont rapides, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à améliorer le comportement de la voiture, qui est assez pointu, erratique, on pourrait même dire. Donc c'est un petit peu compliqué du côté de Red Bull. Alpine va-t-elle réussir un grand coup Non, AlphaTauri, pardon. Pas dit Alpine. AlphaTauri va-t-elle réussir un grand coup à domicile avec la pluie? On ne sait jamais du côté de Pierre Gasly. On rappelle que l'usine AlphaTauri, qui était avant l'usine Minardi, et du côté de Faenza, et que Faenza c'est à 30-40 km à côté d'Imola. Donc est-ce que AlphaTauri va réussir un grand coup à domicile? C'est la grande question. Je voudrais quand même rappeler que certes, du côté de la Formule 1, on n'a pas eu de victoire du côté d'Imola, mais je rappelle qu'un coureur cycliste a été champion du monde du côté d'Imola, c'était Julien Alaphilippe. Donc est-ce que c'est une terre qui va réussir en français? Eh bien c'est la grande question en cette année 2022. Et puis dernière question très importante, un enjeu majeur. Est-ce que Julien Febvre va se faire recaler de l'entrée du circuit à cause de sa passion pour la pizza ananas, une passion dévorante pour la pizza ananas de Julien Febvre, si vous le suivez un petit peu sur Twitter notamment, ce qui est une honte, parce que la pizza ananas n'a aucune raison d'exister. Est-ce qu'il va se faire recaler à l'entrée par les agents de sécurité à cause de cette passion? Peut-être. Il faudra voir s'il commande depuis Paris ou depuis Imola. Trêve de plaisanterie, on passe aux pneus. Du côté des pneus sur ce Grand Prix d'Imola, eh bien, on aura les C2, C3, C4 qui sont des pneus habituels, j'ai envie de dire, du côté de chez Pirelli. Comme d'habitude, on le rappelle, les composés sont différents depuis que ce sont des 18 pouces. Donc les équipes repartent de zéro avec ces nouveaux pneus, et il faut également préciser du côté de Pirelli qu'on aura des essais avec les pneus 2023 après ce week-end de course. Donc ça va faire un petit peu des différences, mais voilà, C2, C3, C4, c'est la gamme de pneus qu'on aura le plus souvent, je rappelle, du côté de Pirelli. Et puis on passe aux favoris. Mes pronostics, pour moi, eh bien, j'ai mis Verstappen. Je pense que ça peut bien se passer pour Verstappen ce week-end, surtout qu'il avait gagné l'année dernière. J'ai mis Hamilton. C'est un circuit où il a réussi à être performant l'année dernière.
Bon, voilà, on espère toujours du côté de Mercedes. Peut-être également que le fait d'avoir été devancé par Russell, ça l'a un petit peu énervé. Je crois à un regain de performance d'Hamilton. Je ne mets pas Leclerc dans mes pronostics, mais c'est pour changer par rapport à d'habitude, parce que sinon c'est chiant si je mets tout le temps Leclerc. Et puis j'ai mis Lando Norris. McLaren s'en est plutôt bien sorti en Australie. On ne sait jamais, pourquoi pas ça ne marcherait pas du côté d'Imola. Pourquoi pas du côté de l'équipe McLaren. Du côté du programme télé, je rappelle donc course sprint, F2, F3 ce week-end du côté de Imola. Donc vendredi 22 avril, les essais à 13h10 pour la Formule 1, les qualifications à 16h50 sur Canal Plus Sport, les qualifications qui seront à 19h sur Typique parce qu'elles ne seront pas en direct. Je pense qu'ils se sont trompés parce que c'est les qualifications de la F2, je crois, à 16h50 et les qualifications de la Formule 1 à 18h10. Je ne sais pas s'il n'y a pas une erreur sur le site de l'Autojournal. Du côté du samedi 23 avril, la F3 course 1 à 10h25, les essais libres 2 à 12h10 du côté de la Formule 1, la course sprint à 16h15 et sur Canal+, et la course 1 de la F2 à partir de 17h50. Ça sera tard pour cette course 1 de Formule 2 qui est la course sprint. Et puis le dimanche 24 avril, la F3 à 8h40, la F2 à 10h10 sur Canal+ Sport, la grille à 13h55 sur Canal+ décalé, et le Grand Prix à partir de 15h sur Canal+, pour ce Grand Prix des mini-romans. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Marek Production. Ciao ciao.